Grecs semblent avoir dit non aux propositions européennes d'austérité. C'est le non en effet qui serait en train de l'emporter ce soir. Les bureaux de vote ont fermé. Ce sont les premières estimations liées à des sondages. On sera en direct d'Athènes dans un instant et une édition spéciale d'ici 1 heure avec les premiers résultats officiels cette fois. Si le non l'emporte, que va faire l'Europe? C'est l'une des questions qui se posent ce soir. À Vienne, incertitude également à 48 heures de l'expiration de la date butoir. John Kerry, qui s'est exprimé aujourd'hui, a déclaré qu'il était temps maintenant de conclure un accord ou bien de faire le constat d'échec. Et puis les accusations surprenantes du président démissionnaire de la FIFA, Sepp Blatter. Il estime que Nicolas Sarkozy a pesé politiquement pour l'attribution de la Coupe du Monde 2022 au Qatar. Il doit en assumer la responsabilité, estime Sepp Blatter. Le Grand Direct avec Jean-Charles Banou. Bonsoir à tous. C'est le monde entier qui était suspendu depuis ce matin à ce référendum organisé à la hâte par la Grèce sur les dernières propositions d'austérité de l'Union européenne et des créanciers de la Grèce. Et comme Alexis Tsipras, le Premier ministre, l'avait demandé à ses concitoyens, il semble bien que les Grecs aient voté non à la question qui leur était posée ce soir. Un non qui conforte donc le gouvernement grec, mais qui, évidemment, remet en cause maintenant l'attitude de l'Union européenne vis-à-vis de la Grèce. On va détailler tout cela dans cette édition avec une page spéciale qui sera consacrée aux événements avec les premiers résultats officiels qui tomberont d'ici 1 heure maintenant. Mais on va tout de suite rejoindre à Athènes notre envoyée spéciale, Johanna Citruc. Bonsoir, Johanna. Alors, beaucoup de monde derrière vous. Est-ce qu'on est déjà en train de fêter la victoire du non ? Alors, comme vous pouvez le constater, je suis sur la place Syntagma, juste au pied du Parlement, et les gens commencent ici à affluer. Ils commencent à parler d'une possible victoire du non, avec une légère avance sur le oui. Cependant, pour l'instant, il reste calme, puisque ce ne sont pas des résultats encore officiels. Les résultats officiels, eux, sont attendus pour 21 h, donc dans 1 heure. D'ici là, il faut donc attendre, il faut vraiment patienter. Ça pourrait même arriver un petit peu plus tard dans la soirée, selon l'importance de l'écart en fait entre le oui et le non. Alors Johanna, comment s'est passée cette journée, cette consultation sur laquelle tous les regards étaient braqués ? Eh bien écoutez, les quelques 19 000 bureaux de vote du pays ont ouvert ce matin à 7 h. Ils ont fermé il y a donc 1 heure. Et donc c'était un référendum vraiment crucial pour savoir si Athènes va accepter ou non les propositions de ses créanciers. On a pu donc s'entretenir avec la population, on a pu parler avec des personnes qui ont voté non, qui veulent donc... qui veulent à court terme que les banques réouvrent, qui veulent savoir si elles vont être payées demain, qui veulent savoir si elles vont avoir un salaire. Et puis à plus long terme, ces personnes veulent donc arrêter, stopper les mesures d'austérité. Et puis des personnes aussi qui ont voté oui, principalement par peur de l'incertitude, puisque personne ne peut dire ce qui va se passer après pour la Grèce si jamais le non l'emporte. Alors justement, il y a un enjeu, on l'a dit, crucial. Est-ce que tout le monde, finalement, tous les gens à qui vous avez parlé aujourd'hui ont conscience, toutes ces personnes ont conscience de l'enjeu qui se joue pour la Grèce ce soir ? Alors, a priori, les Grecs sont quand même assez au courant de la situation. C'est vrai que, à première vue, ce référendum est quand même très économique, parce que si les propositions des créanciers sont acceptées, eh bien, le plan d'aide à la Grèce sera prolongé jusqu'en novembre. Athènes va recevoir un petit peu plus de 15 milliards d'euros, donc pourra rembourser une partie de ses dettes. Mais c'est vrai que derrière tout ça, eh bien, il y a un énorme enjeu politique, puisque si le oui l'emporte, eh bien, le gouvernement d'Alexis Tsipras pourrait démissionner. En revanche, si c'est le non qui
qui l'emporte, et bien à ce moment-là, Alexis Tsipras, qui fait ça pour renforcer initialement sa position vis-à-vis des créanciers pour pouvoir renégocier un accord en faveur de la Grèce, et bien on ne sait pas vraiment comment les créanciers vont percevoir ce résultat. Ils peuvent le percevoir complètement comme un rejet de l'euro. Déjà, Martin Schulz a dit aujourd'hui que si jamais le non l'emportait au référendum, eh bien la Grèce devrait choisir une autre monnaie que l'euro. Donc c'est quand même assez révélateur. Merci Johanna Citruc. On va vous retrouver tout à l'heure évidemment dès qu'on aura les premiers résultats officiels cette fois, même si certains membres du gouvernement grec semblent s'exprimer déjà dans les médias locaux. On va maintenant imaginer les deux possibilités, les deux scénarios de ce référendum. Quelles seraient justement les conséquences d'un oui ou d'un non pour ce pays? C'est Julia Ganancia qui nous résume tout cela. Naï ou Ochi, oui ou non? L'avenir économique de la Grèce est suspendu au résultat du référendum. Mais qu'adviendra-t-il à l'issue du vote? En cas de victoire du oui, les négociations entre les créanciers et Athènes pourraient être lancées. Objectif, remettre le pays à flot financièrement et le maintenir dans l'euro. La BCE maintiendrait ses prêts d'urgence aux banques qui ont jusqu'ici permis d'éviter une faillite du secteur. Autre conséquence, une grande instabilité politique. Depuis le début de la crise en 2009, la Grèce a déjà connu pas moins de 5 premiers ministres en 5 ans. Si le oui l'emporte, le gouvernement au pouvoir à Athènes depuis février pourrait être obligé de démissionner. La Grèce pourrait même organiser des élections anticipées. Un oui à l'accord avec les institutions, c'est indirectement la désapprobation du gouvernement, ses prétentions et son désir que le non gagne. Donc je serais surpris si le oui n'était pas suivi de conséquences politiques. Car pour le gouvernement emmené par la gauche radicale Syriza, qui a appelé à voter non, ce résultat serait un désaveu. Yanis Varoufakis, le ministre des Finances, a déjà signifié qu'il démissionnerait. Le Premier ministre Alexis Tsipras laisse lui planer le doute. Si le résultat est positif, nous répondrons immédiatement. Dans tous les cas, le gouvernement grec reste à la table des négociations et y restera jusqu'au bout. En cas de non, Tsipras sera conforté et la crise politique en Grèce atténuée. Mais cette victoire provoquerait une tempête économique pour la Grèce, dont l'ampleur et l'issue dépendront de l'attitude des partenaires européens d'Athènes. Accepteront-ils de reprendre les négociations? Jean-Claude Juncker semble exclure. Si les Grecs votent non, la position grecque sera considérablement affaiblie. Quelle que soit l'issue du référendum, une échéance inquiète déjà. La prochaine date fatidique pour la Grèce est le 20 juillet. Ce jour-là, le pays devra rembourser 3,5 milliards d'euros à la BCE. Un défaut de ce paiement raviverait le débat sur un Grexit. Alors voyons maintenant comment s'est déroulée cette journée si particulière pour les Grecs. Mobilisation donc autour des bureaux de vote pour ce référendum. Reportage à Athènes de notre envoyée spéciale Johanna Citruc. C'est à 7h heure locale ce dimanche que les quelques 19 000 bureaux de vote du pays ont ouvert. Un référendum crucial pour déterminer si la Grèce doit oui ou non accepter les dernières propositions de ses créanciers. Dans le quartier d'Exarchia, au centre d'Athènes, les citoyens se sont déplacés en nombre pour faire valoir leur opinion. D'un point de vue commercial, ce n'est pas approprié de voter non. Parce que nous devons laisser les banques ouvertes et nous devons continuer à faire du commerce. Mais d'un point de vue personnel, je pense que le non est la meilleure des réponses. Non à l'austérité en vigueur dans le pays depuis plus de 5 ans. Le deuxième plan d'aide à la Grèce vient de s'achever et la dette du pays a atteint près de 180% de son PIB. La situation est telle que certains refusent également les propositions d'Alexis Tsipras. Tout comme le Parti communiste grec, je dis qu'il faut voter non 2 fois. Non à ce référendum qui nous vient de l'Europe et non à celui proposé par le gouvernement qui n'est qu'une simple copie de celui de l'Union européenne. Problème, si le non l'emporte, ce référendum laissera place à l'incertitude. Un risque que les citoyens grecs ne sont pas tous prêts à prendre. Je suis obligé de voter oui parce que j'ai un emploi et que ma direction a gelé tous les emplois. Donc demain, je ne sais pas si j'aurai du travail. J'ai une famille, tout n'est qu'incertitude et c'est vraiment très triste. Mais quel que soit leur choix, les citoyens grecs sont unanimes sur un point. Ils ne veulent ni sortir de l'Union européenne, ni de la zone euro.
Alors, les dirigeants européens, eux, n'ont pas manqué de prendre position avant ce référendum et tout au long d'ailleurs de cette journée, preuve de l'importance qu'il revêt pour l'avenir également de l'Union européenne. La sortie de la Grèce de la zone euro créerait en effet un dangereux précédent si on devait en arriver là, bien sûr. Joseph Emmanuel. Qui pense quoi sur la Grèce? L'Europe attend, crispée, le résultat du référendum qui a lieu ce dimanche, car les conséquences seront dans tous les cas lourdes pour le vieux continent. Chez les Allemands, on voit la chancelière face à un dilemme. Une sortie de la Grèce de l'Union monétaire signerait un échec de la gestion de crise très fortement enclenchée par Angela Merkel et l'ancien président français. Madame Merkel et Monsieur Sarkozy, qui ont été les initiateurs de l'austérité imposée à une Grèce exsangue, redoutent tous les deux les conséquences économiques d'un non. C'est donc très logiquement que le président des Républicains espère un oui qui signerait la fin politique de M. Tsipras. M. Tsipras s'est mis dans une situation impossible. Si le peuple grec dimanche dit oui au plan que propose l'Europe, Tsipras est obligé de partir. Une impasse en cas de non, une impasse contre laquelle beaucoup s'insurgent en Europe. Barcelone, Paris, Dublin ou Francfort, ils sont nombreux à descendre dans les rues, solidaires des Grecs. L'Espagne a traversé il y a quelques années une violente crise économique et les alliés de Syriza voient dans ce vote une occasion unique de changer l'Europe. La droite, au contraire, craint une contagion de la politique radicale sur son sol. En Italie, si le peuple allait voter aujourd'hui, il serait 51% à choisir l'Europe et ses mesures draconiennes pour ne surtout pas sortir de l'euro. Et un Italien en particulier aurait beaucoup à perdre si le non l'emportait. Mario Draghi, l'un des créanciers de la Grèce, le président de la BCE. Mais quelle que soit l'issue du vote, Matteo Renzi affirme que les Européens devront se remettre à parler. Presque tous les Européens insistent donc sur la stabilité géopolitique de l'Union européenne, quand plus loin, on insiste sur la prospérité des Grecs. La question grecque est d'abord et avant tout l'affaire de la Grèce. Et nous espérons que ce pays saura trouver des moyens de se sauver de cette crise chronique. Nous leur souhaitons bonne chance. Enfin, aux portes de l'Europe, un homme se fait très discret, mais garde le regard posé de près sur ce qui se passe chez les frères orthodoxes. Et les experts sont unanimes. Vladimir Poutine souhaite que les Grecs votent non, le début de la fin pour l'Union européenne, que les médias russes d'État appellent ouvertement de leur vœu. Et même si Athènes présente ce référendum comme une simple réponse à de nouvelles mesures d'austérité, beaucoup voient en ce jour historique un vote pour ou contre la monnaie commune. Alors en ligne avec nous maintenant depuis Paris, Alberto Toscano, qui est journaliste, écrivain et qui préside le club de la presse européenne. Bonsoir Alberto. Bonsoir. Alors, Bonsoir, oui. D'abord il faut saluer ce soir quand même ce geste démocratique finalement, que les Grecs qui s'expriment et qui disent non, qui tiennent tête finalement à l'Europe. Oui, le vote, le référendum sont toujours un geste démocratique. Le non qui a presque certainement gagné en Grèce est de toute façon l'expression d'une volonté populaire. Ceci dit, le peuple grec qui a dit non risque de payer cher le résultat de ce référendum. Pourquoi selon vous? Parce que la Grèce sera en situation très difficile pour obtenir de nouveaux crédits de la part de ses créanciers et aussi de la part des autres pays européens en particulier. La situation en France et en Italie est extrêmement tendue, en Allemagne aussi. L'annonce qui a été faite il y a quelques minutes de la part de l'Élysée que demain Angela Merkel sera en voyage à Paris pour rencontrer François Hollande montre que de la part des deux principaux pays de l'Union européenne et de la zone euro, il y a la volonté de concertation, d'affirmer une position commune qui sera probablement suivie par l'Italie, par l'Espagne, par les Pays-Bas et par l'ensemble de la zone euro. La Grèce a voté non. La Grèce, ce soir, est terriblement isolée. Mais quand même, Alberto Toscano, les Européens n'ont pas d'autre choix aujourd'hui que de discuter avec les Grecs. Ils ne peuvent pas les mettre dehors. À discuter, sans doute. D'ailleurs, aujourd'hui même,
le ministre français de l'économie, Emmanuel Macron, a déclaré à Aix-en-Provence, lors d'un colloque d'économistes, que de toute façon, il faudra discuter avec les Grecs, même en cas de victoire du non. Mais discuter une chose et trouver un accord et une autre. Et pendant cette période de discussion, la situation financière de la Grèce est devenue de pire en pire. Aujourd'hui, la Grèce n'a pas besoin d'1 milliard d'euros, mais de plusieurs milliards d'euros, et selon certains, de dizaines de milliards d'euros. Alors, qui va payer? Est-ce que le contribuable français, italien, allemand est disponible à payer pour un pays qui, de toute façon, ne sera pas en mesure de rembourser sa dette? La question est aussi une question de politique intérieure et de politique économique pour les pays créanciers de l'Union européenne. Et je rajoute que des pays comme l'Italie, comme l'Espagne, comme le Portugal, comme l'Irlande, qui ont fait des sacrifices pour respecter leur engagement, aujourd'hui sont en difficulté à admettre qu'un autre pays puisse ne pas accepter certains engagements parce qu'il met le reste de la zone euro devant un choix draconien. La Grèce aujourd'hui est plus isolée. La Grèce est en difficulté et la négociation sera dure et le résultat de garder la Grèce dans la zone euro est aujourd'hui bien plus difficile à atteindre que de ce qu'il aurait été dans l'hypothèse d'une victoire du oui. Merci Alberto Toscano. Je rappelle que vous êtes donc journaliste, président du club de la presse européenne, sujet européen. On va y revenir très largement d'ici 40 minutes, puisqu'il y aura à ce moment-là le premier résultat officiel à annoncer cette fois par le gouvernement. Pour l'instant, il ne s'agit que de sondages, mais le non, en tout cas, semble bien l'emporter ce soir dans ce référendum. Autre point chaud de l'actualité internationale, c'est à Vienne maintenant, en Autriche. Retour de la plupart des chefs de diplomatie concernés par les négociations sur le nucléaire iranien. On est à 2 jours de la date butoir. Léa Volbert. 9e jour de négociations à Vienne autour du nucléaire iranien. Très peu d'informations précises filtrent sur l'avancée du dossier. Seule certitude, les négociations doivent aboutir à un accord avant le 7 juillet. Nous ne sommes pas arrivés encore au stade d'avancement auquel nous devrions être sur de nombreux sujets qui sont critiques. La vérité est que si je suis d'accord avec Zarif et que nous n'avons jamais été aussi proches d'un accord, à ce stade, la négociation ne penche pas encore envers une direction précise. Placer le programme nucléaire iranien sous contrôle international en échange d'une levée des sanctions économiques contre Téhéran, c'est tout l'enjeu de ces longues heures de tractation. Un texte de 20 pages avec 5 annexes, au total entre 70 et 80 pages pour régir la politique nucléaire de l'Iran. Les négociateurs planchent jour et nuit sur le dossier afin de présenter dans les prochaines heures un projet viable aux chefs des diplomaties de l'Iran et des 5+1 qui font depuis 10 jours des allers-retours fréquents entre Vienne et leurs pays respectifs. Seuls John Kerry et Mohammad Zarif sont sur place depuis le premier jour des pourparlers. Les deux hommes se sont rencontrés à 2 reprises ce dimanche. Laurent Fabius et ses homologues allemands, chinois, russes et britanniques sont attendus ce dimanche soir dans la capitale autrichienne. Comme depuis le début des négociations autour du nucléaire iranien en septembre 2013, Benjamin Netanyahou met en garde la communauté internationale. Pour le Premier ministre israélien, quel que soit l'aboutissement de cet accord, il ne peut qu'être dangereux pour l'État d'Israël. L'accord en cours d'élaboration va ouvrir la voie pour l'Iran à la production de très nombreuses bombes atomiques. Il va également acheminer vers l'Iran des centaines de milliards de dollars qui serviront ses campagnes d'agression et de terrorisme dans notre région et dans le monde entier. Le 9 juillet prochain, soit 72 heures après la date butoir des négociations, le Congrès américain doit étudier le texte et se prononcer dans les 30 jours suivants. Évidemment, nous souhaitons arriver à un accord, mais je l'ai dit dès le début, nous voulons un accord qui soit juste et raisonnable et nous ne ferons pas de compromis sur les choses essentielles pour obtenir un accord à tout prix. Combien de temps le programme nucléaire iranien sera-t-il bridé ? Quelles seront les modalités et le périmètre des inspections internationales? À quel rythme les sanctions sur l'économie iranienne seront-elles levées? Autant de questions cruciales auxquelles il faudra répondre d'ici 2 jours.
Alors, avant d'aller à Vienne, Dror Even-Sapir avec nous, analyste politique. Bonsoir, Dror. Bonsoir. On a l'impression qu'on est à la fois très proche d'un accord, et puis, comme le dit Kerry, il y a encore beaucoup de difficultés à régler. En fait, ce qu'a dit Kerry, c'est les choses suivantes. Soit nous parvenons à un accord, soit nous n'y parvenons pas. Il a plutôt enfoncé les portes ouvertes. Et même lorsqu'il a dit que jamais les négociateurs n'avaient été aussi proches d'un accord, eh bien, ce genre de phrase aurait pu être prononcée 3 jours après le début des négociations, puisque 3 jours après le début des négociations, on était plus proche d'un accord qu'1 jour après le début des négociations. Donc, John Kerry a dit beaucoup de choses pour ne pas dire grand-chose, mais on peut quand même retenir 2 éléments de son intervention, de ce point de presse. Le premier, c'est qu'il a rappelé que cette date butoir du mardi 7 juillet, dans 2 jours, sera la dernière date butoir. Il n'y aura pas de nouvelles de 3e prolongation de la période de pourparlers entre le groupe des 5+1 et l'Iran. Ça, c'est important. C'est qui tout double. Donc, soit on arrive à un accord d'ici mardi, soit les négociations aboutissent à un échec, ce qui est tout de même peu probable. 2e élément à retenir, c'était un John Kerry plus mesuré, qui utilisait un ton peut-être un petit peu moins enthousiasmé, un peu plus réservé qu'à l'accoutumée. Alors ça ne veut pas dire que les négociations sont sur le point d'échouer, mais ça veut dire qu'il y a effectivement encore beaucoup de travail pour les négociateurs. Mais pourquoi l'option la plus probable tout de même reste celle de la conclusion d'un accord d'ici mardi? Eh bien c'est tout simplement parce que tant du côté iranien que du côté des 5+1 et du côté peut-être surtout de l'administration américaine, on veut un accord, on a besoin d'un accord. Les Iraniens, c'est évident, parce que les sanctions internationales asphyxient leur économie. Les Américains, parce que Barack Obama, et ça lui a été d'ailleurs suffisamment reproché par beaucoup de monde, y compris par les Israéliens et par les opposants républicains à Barack Obama aux États-Unis. Barack Obama a montré à plusieurs reprises, John Kerry aussi, qu'il était désireux d'obtenir un compromis, un accord avec les Iraniens. Alors on va aller à Vienne justement retrouver Léa Berdugo qui suit ces négociations jour après jour. Bonsoir Léa. Que se passe-t-il d'ailleurs en ce moment? Est-ce qu'on a repris les entretiens entre tous les chefs de diplomatie présents? Oui, exactement. Alors c'est le grand retour des ministres des Affaires étrangères du groupe P5+1. Et pour cela, eh bien, on a eu droit à un discours inaugural en quelque sorte de John Kerry. Ce que l'on doit voir maintenant, si on va arriver, oui ou non, à parvenir à un accord. C'est ce qu'il a dit. Et bien, cela signifie qu'il y a encore un peu de doute dans ces discussions. Federica Mogherini, la chef de la diplomatie européenne, a, elle, préféré souligner les points positifs de ces discussions. Cependant, elle a déclaré que c'était la dernière fois que de telles négociations se tenaient. Sous-entendu, il n'y aura probablement pas de report après la date butoir du 7 juillet. Et enfin, Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères, s'est également exprimé. Il a rappelé la position de la France, qui est celle d'une fermeté constructive. La question de savoir, a-t-il dit, est si les Iraniens vont accepter de faire des concessions et également de se clarifier sur des points qui n'ont pas été clarifiés pour l'instant. Alors justement, Léa, les Iraniens, eux, semblent rester quand même sur une position très ferme ce soir. Exactement, ils adoptent une position dure. Le vice-ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a été extrêmement ferme. Il a déclaré que si le contenu des négociations ne plaisait pas aux Iraniens, il quitterait tout simplement Vienne sans avoir d'accord. Il a également affirmé qu'une fois une entente obtenue, la levée des sanctions sera quasiment automatique. Hier soir, il s'est exprimé devant des journalistes iraniens et il leur a assuré que la levée des sanctions n'était pas conditionné à une quelconque inspection de l'AIEA, excepté peut-être un suivi quantitatif des centrifugeuses. Merci Léa Berdugo en direct de Vienne. On vous retrouve évidemment à tout moment si des avancées sont enregistrées. Alors, Dror Even-Sapir, il faut revenir aussi à la position israélienne parce que évidemment Benyamin Netanyahou, s'il n'est pas à Vienne, suit tout cela de très près et lui s'inquiète évidemment de plus en plus là. Benyamin Netanyahou qui a pris la parole ce matin à l'ouverture du Conseil des ministres en répétant pour la énième fois quasiment à quel point il considérait que l'accord qui était en gestation à Vienne était un accord dangereux pour Israël, mais pas seulement, pour la région, peut-être même pour le monde. Et là, on a un petit peu l'impression que, quelle que soit l'issue de ces négociations à Vienne, eh bien, Israël sera dans une situation difficile. Si un accord est conclu, eh bien, le scénario catastrophe que Benyamin Netanyahou a évoqué se réalisera. Les sanctions économiques contre l'Iran seront levées et donc l'Iran pourra à nouveau redevenir une économie florissante et donc l'influence de l'Iran dans la région ne fera qu'augmenter. Et bien évidemment, ça ne fait pas les affaires des Israéliens, ni même des Saoudiens, ni même d'autres pays sunnites.
Et puis, nous dit Benjamin Netanyahou, si l'accord est conclu, eh bien, les Iraniens, cet accord n'est pas un bon accord et il permettra en sous-main aux Iraniens de continuer leurs activités nucléaires, leurs activités nucléaires militaires. Mais si les négociations échouent, c'est peu probable encore une fois, mais si elles échouent, eh bien, l'Iran ne sera plus redevable à la communauté internationale et pourra développer presque en toute liberté un programme nucléaire militaire puisque aucun accord n'aurait été conclu avec la communauté internationale et l'Iran ne devra rendre aucun compte aux Américains et aux autres grandes puissances. Donc, quelle que soit l'issue de ces négociations à Vienne, d'un point de vue strictement israélien, et pas seulement aussi, puisqu'on sait à quel point les pays sunnites de la région, les monarchies du Golfe, l'Arabie saoudite, sont inquiets de l'Iran et de son influence grandissante dans la région. Eh bien voilà, on suit cela évidemment de très près. Merci Dror Even Sapir. Alors, on sait que ces négociations se déroulent à Vienne depuis donc maintenant une dizaine de jours. Dispositif de sécurité très imposant dans la capitale autrichienne. Comment justement les habitants de Vienne, les Viennois, voient-ils passer ce balai diplomatique et toutes les mesures de sécurité qui sont drastiques et qui l'accompagnent chaque jour? Eh bien voici le reportage de notre envoyé spécial Léa Berdugo. Les négociations sur le nucléaire iranien semblent bien loin des préoccupations des Viennois. Le palais Cobourg et l'espace aménagé à quelques mètres pour les journalistes constituent un microcosme inconnu pour les habitants de la capitale autrichienne. Je pense que les Autrichiens ne s'intéressent pas tellement aux négociations. Ce qui les concerne plus, ce sont les difficultés dans les transports que cela implique, les rues bloquées ou l'interdiction de traverser. De toute façon, tout le monde pense que les deux parties se sont déjà mis d'accord avant même les négociations, ni plus ni moins. Vienne revêt cependant un autre visage au cours de ces négociations, une sécurité renforcée, des médias présents en masse. Pour certains Autrichiens, ces discussions sont cruciales car elles pourraient bien faire jurisprudence. Je pense que c'est un sujet intéressant qui concerne tout le monde, pas seulement les pays directement concernés tels que l'Iran. Je pense aussi que cela pourrait changer les politiques sur le nucléaire partout dans le monde si nous avions un exemple nous montrant comment agir face à un pays qui n'est pas tout à fait transparent quant à ses intentions de développer un programme nucléaire. Au-delà des aspects sécuritaires et politiques, le côté financier est également à prendre en compte. Ces négociations entraînent un tourisme d'un genre particulier mais qui rapporte gros. Des délégations en provenance de nombreux pays ainsi que plus de 500 journalistes ont investi Vienne. Autant de sources financières pour la capitale autrichienne. Voilà, on va marquer une pause, on va se retrouver dans un instant pour suivre toujours évidemment ce qui se passe en Grèce. Voici d'ailleurs des images en direct de la capitale grecque, Athènes. Vous le voyez, beaucoup de monde dans les rues pour attendre la proclamation des premiers résultats officiels. Ce sera d'ici 30 minutes. On sera évidemment en direct avec notre envoyé spécial et des experts ici pour analyser donc les conséquences de ce qui pourrait signifier la victoire du non dans ce référendum grec. Une pause et la suite des infos dans un instant. Le référendum en Grèce, on s'achemine vers une victoire du non. D'après les premiers sondages d'opinion réalisés après le vote, aujourd'hui, résultat officiel d'ici 30 minutes. Quelles seront justement les conséquences d'un non des Grecs à la politique d'austérité imposée par l'Europe? On sera avec des experts et notre envoyé spécial pour analyser le résultat de ce référendum d'ici 30 minutes. À Vienne, il est temps de conclure cet accord sur le nucléaire iranien. C'est la phrase lâchée tout à l'heure par John Kerry, le secrétaire d'État américain, alors que la date butoir expire dans 48 heures. Maintenant, il y a encore des difficultés à combler. Et puis, surprenante accusation du président démissionnaire de la FIFA, Sepp Blatter. Dans un entretien à un journal allemand, il estime que Nicolas Sarkozy a pesé politiquement pour l'obtention par le Qatar de la Coupe du Monde 2022. Il doit en endosser la responsabilité, affirme Sepp Blatter. Et la FIFA, donc on en parle car même s'il se fait plus rare en public depuis que le scandale de corruption a éclaté, Sepp Blatter, le président démissionnaire, n'en est pas pour autant muet. La preuve, dans cet entretien accordé aujourd'hui à un quotidien allemand, le Suisse charge l'ancien président Sarkozy pour le rôle qu'il a joué dans l'attribution de la Coupe du Monde 2022
au Qatar. Il évoque des pressions politiques. Joseph Emmanuel. Il n'est plus l'homme tout-puissant qu'il a été pendant près de 20 ans. Il se répand désormais dans la presse. Le président de la FIFA accuse la France et l'Allemagne d'être intervenus politiquement avant le vote d'attribution des mondiaux 2018 et 2022, respectivement donnés à la Russie et au Qatar. Le dirigeant de 79 ans charge ainsi nommément Nicolas Sarkozy et Christian Wulff, son homologue allemand de l'époque. Messieurs Sarkozy et Wulff ont essayé d'influencer le vote de leurs représentants. C'est pourquoi nous avons maintenant une Coupe du Monde au Qatar. Et le représentant français n'est autre que Michel Platini. Beaucoup pensent que Sepp Blatter charge l'ancien président pour atteindre en fait son ancien allié et conseiller. Platini ne cache pas penser à briguer la succession de M. Blatter. L'ex numéro 10 des Bleus avait été l'un des premiers à ouvertement demander la démission du président de la FIFA. Alors, à quoi fait allusion Sepp Blatter? Nous sommes en novembre 2010, 10 jours avant l'attribution du mondial 2022 aux richissimes Émirats. L'Élysée organise un déjeuner. Autour de la table, Nicolas Sarkozy, l'émir du Qatar et Michel Platini. Un déjeuner qui alimente les suspicions de collusion d'intérêts. Et pour ne pas calmer les suspicions, Michel Platini a reconnu avoir donné son vote au Qatar. Celui que l'on compare parfois à un homme d'État assure ne pas avoir perdu sa combativité. Mais depuis qu'il a fait part de sa future démission, Sepp Blatter limite au strict minimum ses apparitions publiques. Il a renoncé à assister à la finale du mondial féminin au Canada. Néanmoins, il indique qu'il ira bien à Saint-Pétersbourg pour le tirage au sort des qualifications du mondial 2018. Il compte notamment sur le soutien de l'un de ses alliés de toujours, Vladimir Poutine. Alors pour en parler, un connaisseur à la fois de la vie politique et du monde du football, Jean-Luc Benamias, ancien député, président du Front démocrate. Bonsoir. Dites-moi, juste un simple rappel quand même, Sepp Blatter n'est pas blanc-bleu dans tout cela, et au niveau des votes par rapport à l'attribution de Coupe du Monde, cela se joue sur à peu près 200 voix. Alors une voix de plus, celle de Michel Platini ou celle de Noël Le Graët par exemple, qui représente la France au niveau de la FIFA, ne font pas évidemment majorité. Donc après ça, il n'est pas vraiment c'est pas vraiment une surprise ni une nouveauté de savoir qu'effectivement Nicolas Sarkozy a beaucoup discuté avec le Qatar pour plein d'autres projets, notamment il était aussi en phase quand il était président, il a aidé les supporters du Paris Saint-Germain, pourquoi pas, il a aidé le Paris Saint-Germain, je crois, avec le Qatar, pour que le Qatar rachète le Paris Saint-Germain, voire d'autres d'ailleurs initiatives plus immobilières sur notamment la ville de Paris. Voilà. Si vous voulez... Ça vous n'êtes pas choqué? Vous n'êtes pas choqué, Jean-Luc Benamias, qui est un président de la République? Non, malheureusement, avec la FIFA, rien ne me choque. Comme avec le CIO. C'est-à-dire que ce sont deux structures qui sont les plus antidémocratiques. À côté, l'ONU est une structure ultra-démocratique, si vous voulez. Vraiment, on a deux structures absolument où l'hégémonie du président est absolument totale, où la démocratie n'existe en aucun cas, et surtout où toutes les aides possibles qui sont données à des petits pays ou des pays plus pauvres font que leurs votes sont acquis, si vous voulez. Je pense, et je ne critique pas par rapport à cela les pays africains, mais les pays africains sont relativement contents de voir qu'ils ont des aides de quelques millions d'euros, quelques millions de dollars qui leur arrivent parce que la FIFA les aide, entre guillemets, à avoir un football à peu près à la hauteur. Je dis bien à peu près à la hauteur. Non, malheureusement, je ne suis pas surpris ni choqué. Là où ça me choque, si vous voulez, c'est que la polémique vienne d'un homme comme Sepp Blatter qui n'a aucune leçon d'honnêteté à personne, de leçon d'honnêteté à donner à personne. Donc aujourd'hui, finalement, c'est Blatter qui a couvert finalement tout ce système. C'est pas Nicolas Sarkozy qui a fait pencher la balance pour le Qatar. Attendez, alors là, excusez-moi de rire. Nicolas Sarkozy croyait qu'il était super puissant, c'est vrai. Mais il n'avait pas, dans le monde du football notamment, la France n'a pas un poids considérable. On a un poids assez important, on pèse un peu, mais enfin, des pays comme l'Allemagne, comme l'Italie, comme l'Espagne, comme l'Angleterre ou le Portugal pèsent plus que la France. Donc si vous voulez, à ce niveau-là, je crois que
bon voilà, Sepp Blatter, avant de terminer, parce qu'il termine sans vraiment terminer, mais il continue à dire qu'il est encore là sans être là, essaye de mouiller un certain nombre de personnes. Mais s'il mouille beaucoup de personnes, il va falloir qu'il mouille l'ensemble des membres de la FIFA dans leur totalité, si vous voulez. Sérieusement, hein, ce système est un système où l'argent est roi, je pèse mes mots, mais c'est la totale triste réalité, et le reste, le sport existe fort peu. Écoutez, sérieusement, qu'on donne à la Russie la Coupe du Monde me paraît relativement naturel. Mais qu'on donne à la Russie une Coupe du Monde, au Qatar une Coupe du Monde, tous les supporters, tous ceux qui aiment le football, et j'en suis, ont toujours pensé que tout cela était évidemment un cadeau. Espérons qu'il ne soit pas trop empoisonné. Enfin, il l'est déjà par rapport à tous les travailleurs philippins et autres qui travaillent sur le terrain. Voilà, tout le monde sait bien que cette Coupe du Monde est une véritable hallucination. Merci pour ce témoignage très franc et qui vient du cœur. Jean-Luc Benamias, merci, président du Front démocrate, à propos donc de cette interview donnée par Sepp Blatter. La Tunisie, elle, vit désormais sous le rythme de l'état d'urgence, décision prise par les autorités en raison du risque terroriste qui perdure après l'attentat contre les touristes étrangers à Sousse il y a 10 jours. Un attentat qui a révélé, semble-t-il, de nombreuses failles dans la sécurité locale. Léa Volbert. L'enquête sur la tuerie de la plage de Sousse, en Tunisie, se précise. Le Premier ministre tunisien Habib Essid a annoncé ce dimanche que l'auteur de l'attentat travaillait auparavant dans le tourisme. Il y travaillait en tant qu'animateur, un jeune Tunisien de 23 ans, étudiant en master, inconnu des services de police, qui a pourtant agi au service de l'État islamique. Dans une interview accordée ce dimanche au Sunday Times, sa mère le décrit comme une victime de personnes qui l'auraient drogué, qui lui auraient lavé le cerveau. Elle affirme ne pas reconnaître son fils dans cet acte. Plusieurs jours après la sanglante attaque sur la plage de Sousse, les autorités tunisiennes ont reconnu des défaillances sécuritaires. Le gouverneur de Sousse a été limogé, ainsi que plusieurs responsables des forces de l'ordre. Pendant ces 29 prochains jours, les Tunisiens vivront en état d'urgence. Nous avons donc décidé, après avoir consulté le président du Parlement et le Premier ministre, de décréter l'état d'urgence sur tout le territoire pendant 30 jours. L'état d'urgence accorde des pouvoirs exceptionnels aux forces de l'ordre. Il permet aux autorités de contrôler la presse, d'interdire les grèves ou les réunions de nature à provoquer le désordre, selon la législation. Vous savez, il y a plusieurs raisons. Il y a la menace terroriste qu'on ne pourra pas enrayer uniquement avec l'état d'urgence en donnant plus de pouvoir à l'armée tunisienne. Beji Caïd Essebsi a immédiatement tenté de rassurer le peuple tunisien en assurant que la liberté d'expression ne serait en rien remise en cause. Il a néanmoins évoqué les revendications insistantes de ces derniers jours et les grèves qui se multiplient. Des grèves qu'il considère comme de la désobéissance civile. Ça ne m'affectera pas, ce sera même plutôt positif. Ça rendra la situation plus calme en Tunisie. Si on en a besoin, il faut le faire. Ce qui arrive en ce moment est très grave. Nous avons des problèmes en Libye, le terrorisme grandit en Tunisie. Dans plein de pays, ce genre de mesure a déjà été prise. Les Tunisiens sont pour le moins habitués à vivre en état d'urgence. La mesure avait déjà été instaurée en janvier 2011 pendant le printemps arabe, puis régulièrement renouvelée pendant 3 ans, jusqu'à être définitivement levée en mars 2014. La fusillade sur la plage d'un hôtel de la ville balnéaire a coûté la vie à 38 personnes, dont 30 Britanniques. Les corps de plusieurs victimes ont déjà été rapatriés en Grande-Bretagne. Le Premier ministre David Cameron a annoncé ce dimanche la création d'un mémorial dédié aux 30 victimes. L'attaque terroriste de Sousse est la plus meurtrière pour la Grande-Bretagne depuis les attentats du 7 juillet 2005 à Londres. Alors justement, les Britanniques qui sont en train de porter le deuil de ces victimes de l'attentat de Sousse et qui vont se souvenir ce mardi qu'il y a exactement 10 ans, une vague d'attentats frappait Londres dans les transports en commun. En l'espace de quelques minutes, des kamikazes se faisaient exploser dans le métro et dans un autobus, tuant au total 56 personnes et en blessant plus de 700 autres. L'enquête avait montré que les terroristes étaient des islamistes britanniques liés à Al-Qaïda. Julia Ganancia.
C'était le 7 juillet 2005. Il est 8h50 quand 3 kamikazes se font exploser en plein centre de Londres. 3 attentats à 50 secondes d'intervalle dans 3 rames de métro. 1 heure plus tard, une 4e explosion dans un autobus. Bilan total, 52 morts et une centaine de blessés. David Boyce était le gérant de la station de Russell Square. Le jour du drame, il accourt dans le tunnel du métro rempli de fumée, ne sachant pas ce qu'il va découvrir. La première personne que j'ai trouvée avait perdu ses 2 jambes. Avec mes propres vêtements, j'ai fabriqué un garrot, en levant ses jambes vers son cœur. J'ai essayé de le mettre dans une position plus confortable, lui dire que l'aide était en route. Et après, je suis allé voir chaque personne qui était en vie pour les aider et arrêter le sang de couler. Parmi les victimes, Myriam Ayman, éditrice photo de 31 ans. Ce jour-là, la jeune femme a appelé son père tout juste après avoir été évacuée de King's Cross. Une bombe venait d'exploser entre cette station et celle de Russell Square. Elle trouve la mort quelques minutes après lorsqu'un autre kamikaze se fait sauter dans un bus à Tavistock Square. Pour canaliser leur colère, sa mère et sa sœur ont lancé une campagne éducative contre l'extrémisme pour dissuader les jeunes Britanniques de ne pas basculer dans le terrorisme. J'ai renoncé au besoin de pardonner. Ça, c'est entre l'assassin de ma sœur et son Dieu. Moi, après avoir mis tous les sentiments négatifs de côté, je me suis concentrée sur des choses plus constructives. Et j'ai donc réussi à avancer dans ma vie. Passé le choc, Londres fait face à un défi. Comment prévenir une nouvelle attaque? Pour ce professeur, si le 7 juillet a complètement changé la donne pour la stratégie antiterroriste britannique, la menace reste constante et surtout, elle a beaucoup évolué. Il y a une inquiétude au Royaume-Uni autour des individus qui puissent s'inspirer d'actions ou d'activités ou simplement de la propagande de l'État islamique. Et ça rend bien sûr le travail du renseignement extrêmement difficile. Encore sous le choc de l'attentat de Sousse qui a tué 30 Britanniques, le gouvernement conservateur de David Cameron veut renforcer son arsenal législatif avec une loi obligeant les opérateurs de téléphonie et fournisseurs d'accès Internet à donner à la police les données de clients. Mais l'adoption de ce texte risque de provoquer un tir de barrage de ceux qui dénoncent une société sous surveillance. La coalition internationale a mené aujourd'hui une frappe d'une très grande intensité sur le fief de l'État islamique en Syrie. Pendant ce temps, l'armée et le Hezbollah mènent également une offensive de grande ampleur tout près de la frontière libanaise. Maxime Pérez. Depuis samedi, le régime syrien jette son dévolu sur la ville de Zabadani, l'un des derniers bastions rebelles dans la région montagneuse du Kalamoun. Tirs de canon depuis les collines avoisinantes, roquettes et frappes de l'aviation, 130 en l'espace de 24 heures. C'est un véritable déluge de feu qui s'est abattu sur cette localité située à 20 km au nord de Damas. Du fait de la proximité avec le Liban, le Hezbollah se trouve une nouvelle fois en première ligne dans les combats. Selon la chaîne de télévision Al-Manar, les miliciens chiites auraient pénétré dimanche matin à Zabadani. Ils contrôleraient un secteur dans la partie ouest de la ville. Mais les affrontements et la résistance opposée par certains groupes rebelles islamistes auraient déjà fait des dizaines de morts dans les rangs du Hezbollah et des forces pro-régime. La prise de Zabadani permettrait de sécuriser un peu plus l'axe stratégique reliant Damas à Beyrouth, la capitale libanaise. Une victoire militaire serait également profitable au Hezbollah. Ailleurs en Syrie, l'armée syrienne est à la peine. À Alep notamment, grande ville du nord, où ses troupes viennent de perdre une importante base militaire au détriment des rebelles. Ces lignes de défense affaiblies, elles pourraient être tentées d'abandonner la ville après plusieurs années de siège. Plus à l'est, c'est la province de Raqqa, siège de l'État islamique, qui se trouve dans le collimateur de la coalition menée par les États-Unis. Les frappes menées ces dernières heures auraient fait 22 morts, dont 6 civils, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Une pression militaire qui n'empêche pas Daesh d'être actif sur d'autres fronts. À Assaké, près de la frontière turque, les combattants djihadistes ont attaqué une importante centrale électrique ce dimanche. L'attaque aurait toutefois été repoussée. Alors, on parlait de l'État islamique, on va vous montrer également ces images, évidemment sélectionnées parce qu'on ne peut pas tout vous montrer. Cette nouvelle mise en scène macabre pour une exécution collective de soldats syriens par les islamistes de Daesh. Là se passe sur le site archéologique de Palmyre, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Et vous le voyez sur ces images, vous allez le voir en tout cas d'un instant à l'autre, eh bien, il s'agit d'une mise en scène, une nouvelle fois particulièrement soignée de la part des djihadistes qui ont utilisé ce site pour
procéder à une exécution de 20 soldats en public. On va en parler avec notre invité, le docteur Tal Pavel, tout en vous laissant découvrir ces images, qui est spécialiste des menaces cybernétiques, donc sur Internet notamment. Vous travaillez au Collège académique de Kinneret. Bonsoir à vous, merci d'être là, docteur Tal Pavel. Alors, on voit sur ces images-là, il y a un soin particulier dans la mise en scène de l'État islamique. Quel est le message qu'envoie cette vidéo terrible ? Nous voyons une nouvelle fois dans cet enregistrement que l'État islamique, du point de vue, mis à part les aspects choquants, d'un point de vue artistique, et je m'excuse d'utiliser ce terme, pour faire passer un message, eh bien tout est très pensé. L'objectif est de choquer. L'objectif est de faire en sorte que l'État islamique puisse choquer. Il s'agit d'adolescents, de jeunes qui ont tué sur une scène, et alors que tout le monde regarde dans les travers, et pas dans une espèce de place, dans une ville, mais dans la rue, mais sur une scène, véritablement, une scène archéologique, un endroit de culture, un endroit qui, dans le passé, était bien destiné à des événements culturels, et aujourd'hui, sur cette scène, eh bien, on assassine des gens. Et dans l'un des sites archéologiques les plus connus au monde. Et donc l'objectif est de créer de l'antagonisme, de la peur, de choquer. Et c'est tout à fait comme les autres films que nous avons vus dans le passé. Auparavant, il est vraiment important de dire que ce genre de film que nous avons voyé et que nous avons vu, eh bien, il y a eu des affirmations selon lesquelles des films avaient été fabriqués. Par exemple, l'exemple du pilote jordanien qui avait été assassiné, brûlé vif. Eh bien, certains ont dit que oui, le pilote avait été tué, mais que d'après la mise en scène du film vidéo de 22 minutes, eh bien, le pilote n'avait pas été tué, n'avait pas été brûlé vif. Ils savent très bien comment utiliser le médium, l'Internet, le média de l'Internet et le média visuel pour créer un effet de terreur, de peur, et même dans un niveau d'effet, de mise en scène, de montage, de manipulation sur notre conscience. Alors, il y a une mise en scène aussi, on l'a vu, ce drapeau noir qui est déployé sur ce site archéologique, ça rappelle évidemment un petit peu les mises en scène du nazisme, du Troisième Reich aussi, ou de l'Antiquité. Là aussi, il y a un côté qui les rattache à un régime totalitaire classique, on va dire. Oui, sans doute. Nous voyons une mise en scène de cet événement. Encore une fois, le but est de créer de la peur, de choquer, de créer un État. Et nous parlons de mise à mort de personnes pour adultère, pour avoir joué au football, ce genre de choses. Et nous voyons l'endroit où l'effet de la peur est maximisé. Nous avons vu, vous avez parlé de ce drapeau, et c'est évidemment mise en scène, mise en valeur d'une manière très juste de leur point de vue, qui nous rappelle des événements d'autres régimes et du passé. Et véritablement le slogan est mis en valeur sur une scène, et nous voyons véritablement, et d'un point de vue technologique, il n'y a pas beaucoup de capacités, technologiques, mais logistiques, et même d'un point de vue militaire peut-être, des combattants qui viennent un peu partout dans le monde, mais apparemment ils sont vraiment spécialistes, ils comprennent l'âme humaine, ils comprennent les moyens que l'Internet leur
donne et que la technologie leur donne pour créer cet effet de peur et pour choquer le plus possible, le plus grand nombre possible de spectateurs. Et bien évidemment, pour faire rentrer des gens dans une cage et les noyer, il faut avoir un esprit malade et satanique presque. Mais véritablement le but, c'est de choquer et de provoquer et de diffuser tout cela à travers le monde. Et le principe de l'Internet est dans de nombreux endroits. Pour nous, c'est un désavantage, mais pour eux, c'est un avantage, c'est de créer quelque chose de viral, de prendre ce genre de film, ce genre d'enregistrement, et ils pourraient vraiment tirer profit de la plateforme que leur donne l'Internet et pour en tirer un profit maximum. Véritablement, l'Internet, la technologie, constitue une plateforme qui peut servir à des choses très positives et aussi à des choses négatives de ce genre-là. Merci beaucoup, Dr Tal Pavel. Donc, je rappelle que vous êtes spécialiste des menaces de cybernétique sur Internet donc, et que vous enseignez au Collège académique de Kinneret. Merci à vous. C'est une des opérations antiterroristes les plus connues et qui a sans doute contribué à la légende de l'armée israélienne. Le raid sur Entebbe, il y a tout juste 39 ans, ce soir, une opération menée en Ouganda pour libérer les otages d'un vol Paris-Tel Aviv d'Air France détourné par un commando terroriste. Maxime Pérez. Le 26 juin 1976, un commando détourne le vol Air France 139 qui assure la liaison Tel Aviv-Paris via Athènes. À son bord, 44 passagers et 12 membres d'équipage. L'avion se pose en Ouganda. Sur place, le président Idi Amin Dada entend porte-preneur d'otages qui demande la libération de terroristes palestiniens incarcérés dans les geôles israéliennes. À l'aéroport d'Entebbe sont libérés tous les otages non israéliens. Il en reste 105. Le Premier ministre israélien refusant de négocier, son ministre de la Défense et les hauts gradés de Tsahal tentent d'évaluer les chances de réussite de la future opération à 3800 km d'Israël. Finalement, 4 avions de transport Hercule décollent d'Israël et atterrissent à l'aéroport d'Entebbe sans être repérés par le contrôle aérien. Un autre avion médicalisé atterrit à l'aéroport voisin de Nairobi au Kenya. Au total, une centaine d'hommes sont envoyés. Pour se rapprocher du terminal où sont regroupés les otages, les commandos israéliens qui doivent donner l'assaut utilisent des véhicules identiques à ceux des gardes du corps d'Amin Dada, Mercedes et Land Rover repeints en noir pour l'occasion. Dès son entrée dans le terminal, le commando israélien essuie les tirs des terroristes. Au total, 3 otages meurent dans les échanges de tirs. Mais l'opération fonctionne. Tous les ravisseurs sont éliminés par les forces israéliennes, de même que plusieurs soldats appartenant à la garde rapprochée d'Amin Dada. Les otages peuvent enfin regagner Tel Aviv où ils sont accueillis en héros. Seul militaire tué, Yoni Netanyahou, frère de l'actuel Premier ministre israélien. Son nom aujourd'hui encore participe à la légende d'Entebbe. Voilà donc pour cet anniversaire, 39 ans. Il y aura d'ailleurs une exposition qui sera inaugurée cette semaine par le Premier ministre dont on sait qu'il a perdu son frère dans cette opération, Benyamin Netanyahou. Alors, bonsoir à vous Raphaël Jérusalemi, ancien officier dans le renseignement militaire de l'armée israélienne. Je salue également Jacques Ayache, bonsoir. Bonsoir. Vous avez vécu de très près cette prise d'otage et cette opération puisque votre frère était dans l'avion. Mon frère et mon cousin. Ouais, votre frère et votre cousin. Exactement. Vous allez nous raconter tout cela dans un instant. Je voudrais juste d'un mot, Raphaël Jérusalemi, rappeler en quoi cette opération a donné un prestige aussi à l'armée israélienne et est considérée comme une opération d'audace assez incroyable. Oui, comme vous venez de le dire, l'audace, la distance, plusieurs milliers de kilomètres entre Tel Aviv et l'Ouganda et Entebbe, la complexité de l'opération puisqu'il y a des otages tenus en joue par les terroristes, alors qu'il faut atterrir par avion, sortir les voitures, se diriger sur l'aéroport, pénétrer dans l'aéroport et tirer sur les terroristes. Ça veut dire une action qui doit être extrêmement rapide, qui est extrêmement complexe, qui demande énormément d'intelligence à l'avance, de renseignements, des complicités dans le Kenya sur le terrain. Et voilà, je pense que c'était un travail de coordination entre tous les services, Mossad, Aman, la Sayeret Matkal, c'est-à-dire la troupe d'élite de l'état-major, et Golani. Donc c'est tous ces services qui devaient coopérer, d'élite et d'intelligence, de secrète, qui devaient coopérer d'une façon tout à fait parfaite. Et voilà, ça a été un grand succès. Il y a eu un facteur chance, comme d'habitude, et malchance, puisque nous avons perdu
Yoni Netanyahu. Voilà, et puis aussi quelques otages qui ont été tués. Alors comment vous avez vécu vous, cette opération? Où êtes-vous quand vous apprenez qu'il y a le déclenchement de cette opération? Alors moi, je me souviens, j'étais à Lyon avec mes enfants. Ma femme était en Israël, elle devait rentrer avec mon frère. Et puis, on m'apprend aux informations. À peu près, c'est à la même date, c'était un dimanche, à 16h, détournement donc de l'avion de Air France. Et... Donc c'était plusieurs jours avant la date du 5 juillet, hein, le détournement. Non. Parce que le raid a eu lieu le 5 juillet. Le raid a eu lieu, mais c'était une semaine avant. Voilà. Ça a duré exactement une semaine. Le détournement a eu lieu donc le dimanche précédent. Et nous avons été donc informés par comment dirais-je, les informations. Et puis je me rappelle que mon frère donc devait rentrer. Je téléphone à ma tante et puis je demande est-ce qu'ils sont dans l'avion. Elle me dit oui, ils sont dans l'avion. Et puis bon, moi automatiquement mes parents étaient en cure à ce moment-là. J'ai été obligé, j'ai pris la voiture et j'ai foncé directement sur Aix-les-Bains pour aller les chercher pour leur annoncer. On remonte à Paris et puis on essaie de vivre cette affaire. Ça s'est passé pendant une semaine terrible parce que bon, on n'avait aucune information et puis on suivait les informations directement par la télé. Et le mercredi, on nous annonce d'abord, le mercredi, ils annoncent qu'ils libéraient les Français, les personnes âgées et les femmes et les enfants. On s'est dit bon, on ne va pas aller comment dirais-je, à l'aéroport pour aller les chercher. Ils savaient pas. Le lendemain, ils annoncent qu'ils libéraient tous les Français, tous les Français. Et là, on va avec mon père et mon frère et on va, comment dirais-je, à Orly. On se présente et on attend, on demande. Il y avait un responsable de, comment dirais-je, un CRS et il nous dit qui vous venez chercher. Alors on lui dit Jacques. Sylvain Ayache, Jean-Marc Dahan. Et puis, bon, il ne comprend pas parce qu'il ne l'avait pas sur sa liste. Et moi, bon, à l'époque, j'avais 29 ans. Je lui enlève la liste des mains et puis je lui dis donnez-moi ça. Il me fait vous prétendez je ne sais pas lire. Je fais je prétends pas. Mon frère et mon cousin sont dans l'avion. Et puis j'insiste et tout. Et puis lui, le pauvre, il me laisse pas rentrer parce qu'il pensait que je venais pour un pot. Et puis en fait, on attend et on s'aperçoit qu'on demande aux gens qui sortaient et tout. Vous avez vu Sylvain, vous avez vu Jean-Marc, vous avez vu ceci. Personne ne nous donne des renseignements. Et on s'aperçoit qu'au bout d'une heure et demie, on se retrouve une dizaine de familles où ils avaient les 16 plus jeunes ou les 14 plus jeunes juifs français étaient restés avec les Israéliens en otage. Donc ça a duré très longtemps, hein. Je vais vous redonner la parole ensuite, mais c'est vrai que ça a duré très longtemps. Et la prise de décision au bout d'une semaine, c'est quoi? On s'aperçoit qu'il y a un passe dans les négociations, qu'il faut agir? La négociation était une fausse négociation. Ouais. Dès le départ, c'était un jeu. Chaim Bar-Lev, qui connaissait Idi Amin Dada par le passé. D'ailleurs, beaucoup d'officiers ougandais avaient été formés en Israël, dans les parachutistes. L'aéroport, d'ailleurs, avait été conçu par une société israélienne. L'aéroport avait été construit par une entreprise israélienne. Mais Chaim Bar-Lev, en fait, tenait Idi Amin Dada en haleine. C'était pas une vraie négociation, c'était plutôt pour retarder l'échéance, puisque Idi Amin Dada était devenu anti-israélien. Et on avait à craindre non seulement des terroristes, mais des Ougandais. Israël n'a jamais espéré pouvoir, elle aurait pu donner de l'argent, par exemple. C'est la seule chose qui aurait marché avec lui. C'était une fausse négociation pour faire traîner, pour recevoir des informations, pour, par exemple, s'assurer la complicité du Kenya, non seulement pour refueling, pour faire le plein des avions, le ravitaillement, mais aussi pour pouvoir atterrir en catastrophe, s'il le fallait, tout près, pas avant de retourner sur Israël. Et il y a eu même une coopération très forte des services de renseignement du Kenya avec le Mossad sur le terrain, c'est-à-dire il y avait des agents secrets africains et quelques agents du Mossad à Entebbe avant l'arrivée des troupes, qui étaient là pour voir combien de gardes, etc. Il y a eu quand même 45 soldats ougandais de tués pendant l'attaque, parce que l'aéroport était défendu. Cette attaque, justement, qu'est-ce que vous a raconté votre frère de l'assaut? Comment il a vécu cet assaut? Alors l'assaut, bon, il nous a raconté que ça a été très rapide. Il y avait même, malheureusement, le fils Mimouni, où le père travaillait à l'ambassade de France, qui a été tué par l'armée israélienne, qui
où il a eu peur, où il s'est levé de joie, et puis Alors je crois que là, vous éteignez votre téléphone, c'est des choses qui arrivent. C'est le direct, c'est ça, voilà. Vous pouvez l'éteindre, c'est pas le moment de répondre. Et puis donc ils ont tiré très rapidement parce qu'ils ont vu qu'ils se levaient, ils l'ont descendu et ils ont reconnu, l'armée israélienne a reconnu qu'ils avaient descendu un Israélien. Et puis ça s'est tellement vite passé que même mon frère a reçu une pierre sur la tête et il a dit à mon cousin je vais faire le schéma parce que je crois que j'étais touché. Et puis tout de suite ils ont été transportés, comment dirais-je, rapidement vers les hélicoptères ou les Hercules plutôt, pardon. Et puis ils ont vu le frère de Bibi Netanyahou tomber juste quand il rentrait dans l'Hercules, qu'il avait terminé l'opération. Parce qu'il y a eu des tirs quand les commandos se sont retirés. Aujourd'hui, c'est pas très clair. La version officielle, c'est qu'en fait, Yoni Netanyahou était déjà touché à l'entrée de l'aéroport, c'est-à-dire au début de l'intervention, et il est mort ensuite des suites de ses blessures. Il était déjà mort lorsqu'on l'a mis dans l'avion, en fait. Merci à tous les deux, Raphaël Jérusalemi, Jacques Ayache, merci, 39 ans. Donc cet assaut sur Entebbe. On vous l'a dit, il est ce soir évidemment question de la Grèce. On va se rendre dans un instant en Grèce pour suivre les toutes premières proclamations de résultats officiels. C'est le nom qui semble l'emporter, mais le dépouillement est encore à ses débuts. Donc on va y aller dans un instant, on vous montrera donc les premières tendances officielles. Mais on va revenir sur l'un des événements sportifs, le dernier titre de la saison. C'était décerné la nuit dernière. Et c'est le Chili qui, pour la première fois de son histoire, a remporté une compétition officielle en battant l'Argentine, mais au tir au but, 4-1. Maël Benoliel. Le pays est en liesse. Après 99 ans d'attente et 4 finales perdues, le Chili inscrit enfin son nom au palmarès de la Copa América. Un sacre obtenu à domicile à Santiago ce samedi aux dépens de l'Argentine, au bout du suspense. Poussée par un public survolté, la Roja a réussi son pari au terme d'un match âpre et moins spectaculaire qu'attendu. Et il aura fallu attendre la séance des tirs au but et cette panenka d'Alexis Sanchez pour faire chavirer tout un pays. Je dois tirer mon chapeau parce que ce groupe a joué avec hiérarchie et sobriété contre une sélection qui a évidemment de grands joueurs. Je pense que les pénaltys ont rendu justice à un résultat qui aurait dû aboutir avant, mais je le répète, je ne veux pas être irresponsable en disant cela parce que je n'ai pas encore bien analysé le match. Mais à première vue, il me semble que l'effort était du côté du Chili. Nous avons toujours dit que c'était la meilleure génération du football chilien. On l'a prouvé avec cette victoire, donc on va la fêter. L'albicéleste de Lionel Messi échoue une fois de plus en finale d'une grande compétition 1 an après sa défaite contre l'Allemagne en Coupe du Monde et 22 ans après leur dernier titre international majeur. La faute notamment au gardien chilien Claudio Bravo, auteur d'un grand match, mais aussi et surtout grâce à la tactique mise en place par Jorge Sampaoli. Les 5 milieux de terrain chiliens ont complètement étouffé le capitaine argentin, transparent durant la deuxième période et les prolongations. Il y avait 2 résultats possibles aujourd'hui. Et nous avons perdu. À la prochaine convocation, nous continuerons à insister avec la même idée, en insistant dans la recherche de l'objectif, car cela ne change absolument rien. Nous avons neutralisé notre adversaire une bonne partie du match. Nous savions que le Chili attaque avec beaucoup de joueurs, ce qui crée des problèmes lors de certaines phases de jeu. Défensivement parlant, nous avons fait un très bon travail tactique, vraiment intéressant. Mais nous n'avons pas su concrétiser nos occasions de but. Pour la première fois de l'histoire, une finale de Copa América n'aura pas vu de but. Mais ce n'est pas les 17 millions de Chiliens qui feront la fine bouche. Le Chili a réalisé son rêve de toujours. L'Argentine, elle, a été renvoyée à ses cauchemars.
Alors, il est un peu plus de 21h à Athènes, c'est l'heure prévue pour l'annonce des premiers résultats officiels. On rappelle que depuis tout à l'heure, les sondages donnent une victoire du non et que pour l'instant, ce non se détache largement, mais sur un dépouillement de 20%, simplement, comme cela s'affiche à l'écran, des bulletins. Donc, évidemment, tout cela peut encore basculer. Ça va sans doute se resserrer, mais en tout cas, le non est donné gagnant. On accueille dans ce plateau, dans ce studio, pour en parler, Steve Oana. Bonsoir. Vous êtes économiste, professeur à l'école à ESCP et vous avez écrit ce livre « Désobéir pour sauver l'Europe ». À côté de vous, Richard Sidbon, économiste également auprès du ministère du Trésor israélien. Et puis Avirama Golan, bonsoir, journaliste, écrivain. Vous connaissez bien la Grèce. Ce résultat, vous y attendiez ou pas, Avirama Golan, si le non l'emporte ce soir? Parce que le oui était donné gagnant dans les sondages. Je n'avais pas sûr, hein. Ouais. C'était pas sûr, mais je l'espérais, il faut le dire, hein, parce que là, c'est au niveau psychologique plutôt et politique, plus que économique et tout le reste. Je pensais bien que ça va arriver, mais il faut voir maintenant qu'est-ce que ça va donner. Alors ça, on va en parler évidemment en détail. Pour vous, Steve Oana, ce non est finalement conforme à ce que les Grecs font depuis quelques années vis-à-vis de l'Europe et de cette politique d'austérité qu'on veut leur imposer? En fait, ce nom, c'est une confirmation, ça conforte, c'est un sacre pour Alexis Tsipras et pour la logique anti-austéritaire d'Alexis Tsipras. Il y a une semaine, j'avais plutôt le pronostic du oui, au vu des sondages, mais qui n'étaient pas du tout finalement révélateurs parce qu'ils étaient faits avant l'annonce du référendum. Et aujourd'hui, on a un couronnement de la stratégie anti-austéritaire de Tsipras et un désaveu très très fort pour les politiques européennes qui sont menées. Un mot là-dessus. Je vais tout à fait dans le sens, comme le collègue dit aujourd'hui, et j'ajouterais que c'est une grande claque pour l'Allemagne. Parce que elle a mené la plus dure. Hein. Elle a mené une politique, à mon avis, une fausse politique d'austérité qui ne devait pas être menée depuis 2008. Elle n'a pas laissé les États européens des possibilités de croissance. Elle a vu que son intérêt finalement, puisque on voit que l'Allemagne, c'est le seul pays qui est excédentaire au niveau des exportations en Europe. C'est le seul pays qui a intérêt à avoir un euro fort. C'est le seul pays qui a eu intérêt à avoir un taux d'intérêt aussi élevé. Et donc, elle a laissé de côté les pays européens. Aujourd'hui, j'espère que ce non mettra fin à la politique de l'Allemagne en Europe. Alors, on va en parler évidemment encore avec vous, mais on va justement aller à Athènes pour voir quelle est l'ambiance d'abord sur place avec Johanna Citruc qui se trouve en plein cœur de la capitale grecque. Johanna, est-ce que le non se confirme ou pas? Est-ce que vous avez déjà, vous, quelques tendances sur place? Eh bien écoutez Jean-Charles, selon les premières informations qui nous sont parvenues, les informations donc, du ministère de l'Intérieur, a priori, actuellement un peu plus de 20% des bulletins auraient été déployés et c'est le non qui l'emporterait avec 60,54% des voix. Donc un non aux dernières propositions des créanciers de la Grèce, un non donc aux nouvelles mesures d'austérité que la Banque Centrale Européenne, que la Commission Européenne et que le FMI tentaient d'imposer une nouvelle fois à Athènes. À l'heure où je vous parle, Alexis Tsipras, le Premier ministre grec, devrait commencer à s'exprimer. Ça devrait en tout cas arriver d'un moment à l'autre. Ce non des Grecs comme un non à l'euro, un non à l'Europe? Ou est-ce que c'est tout autre chose? Alors, je ne vous entends plus. Alors, je vous demande, je refais un essai, sinon je vous retrouverai tout à l'heure, le temps qu'on règle ce problème de son. Est-ce que les Grecs disent non à l'euro ce soir, ou est-ce que c'est simplement un non à l'austérité? Alors, les Grecs sont tous unanimes, ils ne veulent plus d'austérité, ils ne veulent plus, donc ils veulent vraiment que les banques réouvrent, ils veulent savoir s'ils vont travailler demain, ils veulent savoir s'ils vont avoir un salaire à la fin du mois, mais qu'ils aient voté non, qu'ils aient voté oui, en tout cas ils sont vraiment unanimes là-dessus. C'est absolument pas un non à l'euro, c'est absolument pas un non à l'Europe, c'est vraiment juste un non à ces mesures d'austérité puisque vraiment le pays est à bout de souffle, le pays a du mal à s'en sortir d'un point de vue économique. La dette grecque aujourd'hui frôle 180% de son PIB et le quotidien des gens est vraiment abominable d'après ce qu'ils nous disent.
Merci Johanna, on va vous retrouver peut-être un petit peu plus tard et puis on va attendre évidemment ce que va dire le Premier ministre Tsipras qui doit s'adresser à la nation dans un instant. Steve Johanna, c'est un échec de l'Europe ou pas ce soir, ce désaveu, ce non que répondent les Grecs? C'est un échec très important par rapport à la stratégie qu'on appelle Merkozy, le couple Merkozy, Merkel-Sarkozy, qui en 2010 ont décidé d'aller dans une certaine voie. C'est-à-dire l'absence de défaut, donc les créanciers privés, les banques ne prennent aucune perte, l'austérité pour tous les pays endettés, les réformes structurelles. Donc ce package-là, aujourd'hui, non seulement il a essuyé un échec sur le plan économique et financier, puisque les ratios de dette sur PIB ont cessé d'augmenter. Non seulement c'était une catastrophe sociale et humanitaire, mais en plus, maintenant, politiquement et démocratiquement, on a un ras-le-bol qui s'exprime dans les urnes, à répétition. Avira Magolan. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est le point de vue politique, là. C'est la mémoire si courte de l'Europe en faisant cela. Parce que de quoi s'agit-il maintenant? Il ne s'agit pas de la petite Grèce. Il s'agit de deux points de vue économiques, politiques, humaines, en effet. C'était quoi le projet européen? Le projet européen a commencé il y a 70 ans, après la Deuxième Guerre mondiale, avec la décision de tous les États européens de créer l'État, welfare state, l'État-providence. Alors maintenant, c'est l'État-providence et l'idée même de l'État-providence d'un côté et les banquiers et le capital et le néolibéralisme de Sarkozy et de Merkel de l'autre côté. Alors la Grèce symbolise une nouvelle voie que l'Europe, mais une nouvelle voie, mais la vraie voie, à mon avis, de l'Europe, de l'Europe de 1945, qui a dit « never again ». On ne veut pas du fascisme, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'elle a fait, Merkel? Qu'est-ce qu'a fait le FMI et la Troïka? Ils ont poussé la Grèce, et plutôt l'Espagne et les autres pays plus faibles et moins fortes, à une politique qui encourageait les mouvements fachos. En Europe. Alors, qui était l'extrême droite qui sont montés dans ces pays-là? Oui, mais bien sûr, mais encore, et en France aussi. C'est très fragile, la politique européenne. Tout peut passer dans une austérité pareille. Ça pousse les sociétés dans des petits alliés qu'on connaît très très bien. Alors moi je me demandais vraiment tout au long de ces 5 ou 6 années, qu'est-ce qui s'est arrivé à la mémoire de l'Europe? Est-ce qu'il ne se rend pas compte que ça peut arriver encore une fois? Richard Sidbon, est-ce que les Grecs ne sont pas responsables quand même? Un petit peu, on a l'impression qu'on fait tout pour les dédouaner ce soir parce qu'ils ont dit non. Alors c'est beau, c'est une démocratie. C'est sûr que les Grecs au niveau économique ont triché en entrant à l'Europe, tout le monde le sait. On sait aussi que au niveau public, l'administration est totalement hyper développée en Grèce et il faut changer les choses. On a parlé des armateurs qui ne payent pas d'impôts. C'est évident qu'il faut des structures. Maintenant, faire les structures, obliger à faire des réformes, en obligeant aussi à aller dans une voie, un pays qui est démocratique, c'est une erreur. C'est une erreur. Et je veux préciser que si on regarde les pays du sud de l'Europe, le Portugal, l'Espagne, l'Italie, la Grèce, ce sont des pays qui ont une histoire fasciste. Alors, moi, je me suis posé aussi cette question. Est-ce qu'on ne va pas les pousser vers, encore une fois, le fascisme? Maintenant, je veux ajouter 2 choses sur le nom, très très vite, en revenant un peu sur l'économie. C'est une claque, non pas à l'Allemagne et à la politique européenne, c'est aussi une claque à l'Angleterre et aux États-Unis. Pourquoi? Parce que depuis un certain temps, on voit 2 systèmes qui sont en cours au niveau économique. D'un côté, nous avons l'Angleterre, par exemple, qui a, après la crise de 2008, réduit ses taux d'intérêt, qui a acheté les bons du Trésor anglais. Ça veut dire qu'ils ont injecté de l'argent
dans le système économique anglais. Les États-Unis, depuis 2010, les États-Unis, d'accord, la Fed, c'est-à-dire la banque américaine, achète les bons du Trésor américain. Ça veut dire qu'on a d'un côté un système artificiel qui permet de donner de l'oxygène à des pays qui sont endettés. Je veux dire, il faut voir que la Californie est aussi endettée, plus endettée que la Grèce, par exemple. Il faut voir le Japon, l'endettement du Japon aussi. Et on a l'impression que c'est pas grave pour ces pays-là, puisqu'ils sont dans un système qui n'est pas le système européen. Et le système européen, lui, a traîné. On a commencé à baisser les taux d'intérêt bien après les Américains, bien après les Anglais. On a commencé à assouplir cette politique d'austérité trop tard. Donc maintenant, il faut, à mon avis, non pas remettre en cause la Grèce, qui a des torts. Il faut le dire, il a des torts. Il faut qu'il fasse leurs réformes. Mais il faut remettre en cause toute la politique européenne et retrouver, comme vous le dites, cette base qui a fait l'Europe, c'est-à-dire la solidarité. Ouais. Est-ce que c'est possible encore aujourd'hui? Est-ce qu'on peut recoller finalement, avec ce qui s'est passé ce soir, est-ce qu'on peut encore recoller les morceaux? C'est très compliqué. Alors si on voit, si on prolonge les tendances, on voit mal. Parce que l'Eurogroupe aujourd'hui s'est enferré dans une position anti-grec, anti-Tsipras. Ils ont démonisé, diabolisé complètement ce gouvernement depuis qu'il est au pouvoir. Donc ça va être très compliqué maintenant pour eux de faire volte-face et de dire « Ah bon, on va discuter avec eux finalement ». Donc je pense que ça va monter à un niveau politique au-dessus, au niveau de Merkel et Hollande maintenant. Je pense que ça va être eux les maîtres du jeu. Et maintenant, je pense que Merkel en particulier est face à son destin. Hollande, à mon avis, va pousser clairement pour qu'il y ait un deal avec la Grèce et qu'elle ne sorte pas de l'euro. On le voit venir avec les déclarations de Macron, etc. Exactement, c'est la France qui pousse dans une autre manière. Donc c'est Merkel finalement qui va avoir les clés. Et soit elle va aller dans le sens de Hollande, contre son opinion publique, son ministre des Finances, etc. Donc prenant un risque politique très important. Et à ce moment-là, on peut avoir une relance du projet européen. Soit elle va, elle aussi, s'enferrer, à l'image de l'Eurogroupe, de son ministre des Finances, etc. Et là, à mon avis, ça va être en déliquescence encore plus grave. Ouais. Moi, je vais être plus dur encore avec l'Allemagne. Je vais dire que l'Allemagne, elle est en face de son destin aujourd'hui. Elle a tué politiquement l'Europe avec la Seconde Guerre mondiale. Elle a tué aujourd'hui, elle a essayé en tout cas, de tuer économiquement l'Europe. Il faut bien comprendre, et aujourd'hui j'espère que les Allemands comprendront cela, qu'ils ont trahi l'Europe au niveau économique aujourd'hui. Si on regarde par exemple, on ne fait pas attention à ces chiffres-là, l'exportation des Allemands. Les 3/4 des exportations de l'Allemagne vont aujourd'hui, non pas vers l'Europe, mais ils vont aller vers ils ont été vers des pays qui sont des histoires de cette comment s'appelle-t-elle cette compagnie Allemagne qui a vendu tout en Grèce, Siemens, l'affaire Siemens par exemple. C'était clairement, d'abord, Siemens a usé la Grèce et le gouvernement grec, et puis, continuez, s'il vous plaît. Voilà, c'est ça que je voulais dire, c'est que l'Allemagne, d'un côté, elle se dit, je vais être le leader de l'Europe, et de l'autre côté, elle a tout à fait de façon hypocrite lâché l'Europe depuis quelques années déjà. Ça veut dire que l'intérêt allemand n'est plus l'intérêt européen aujourd'hui. Il faut donc des réformes. Et moi, je ne suis pas pessimiste comme vous. Je pense qu'aujourd'hui, c'est l'occasion de faire des réformes. C'est l'occasion, par exemple, de transférer la Banque Centrale Européenne de Stuttgart, qui n'a rien à faire à Stuttgart, vers la France, de Francfort, pardon, merci, de Francfort, qui n'a rien à faire en Allemagne, mais elle doit être dans un pays autre que l'Allemagne. Il faut aujourd'hui clairement dire à l'Allemagne qu'elle a fini son rôle au niveau de leader européen. L'excédent, encore une chose je veux dire au niveau de l'Allemagne, le plus grand déséquilibre qu'il y a aujourd'hui en économie au niveau européen, c'est pas le déficit de la France. Parce que la France, elle dépense aujourd'hui 130 millions d'euros par jour, je crois, pour payer les intérêts de sa dette. Ça veut dire que si la France ne payait pas les intérêts de sa dette, ce qu'on appelle le pourcentage de la dette sur le PIB français serait aujourd'hui au niveau de 1979. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a un problème au niveau de la finance internationale. Et ce que je veux dire, c'est que l'Allemagne aujourd'hui doit se mettre de côté,
laisser les pays européens qui ont une culture différente. Alors qui va le faire? C'est ça la question. Qui va le faire? Parce que, par exemple, Schulz qui a dit hier une chose vraiment scandaleuse sur la Grèce, il a dit s'il vote non, alors il faut qu'il cherche un autre billet. C'est-à-dire qu'il retourne au drachma. Ça vraiment, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est brutal. Mais qui va payer? Parce que cette dette, elle est colossale quand même. Elle existe aujourd'hui, elle est là. Qui va payer ce niveau-là? Est-ce qu'on peut effacer comme ça? Déjà, première chose, ceux qui auraient dû la payer, qui auraient dû payer la facture, ce sont les banques françaises et allemandes en particulier. Voilà, ça c'est le premier point, parce que c'est elles qui ont créé le problème de la dette grecque. Et ce problème a été oublié parce que en faisant les prêts qu'on a fait, les prêts gouvernementaux à la Grèce, finalement, on a permis à la Grèce de rembourser ses créanciers privés. Donc ils n'ont pris aucune perte à aucun moment et finalement la dette a été transférée des mains du privé vers les mains du public et on a créé un problème intergouvernemental alors qu'à la base on n'avait qu'un problème entre banques et gouvernement. On aurait dû coaliser tous les peuples et tous les gouvernements européens dans une même lutte contre les banques finalement. Parce que c'est de là que vient le problème. C'est ça le cœur du problème. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des combats Grèce-Allemagne qui sont complètement absurdes, finalement. Parce que l'intérêt des peuples grecs et allemands est le même, en tout cas de beaucoup de travailleurs grecs et allemands, est le même face à l'intérêt bancaire. C'est exactement ce qu'a dit Varoufakis quand il était à... Ce point est très important. Ce point est très important de dire que, encore une fois, après 2008, où les gouvernements ont sauvé le système financier, encore une fois, en 2009 ou 2010, je crois, c'est ce que vous avez très bien dit, en fait, on a eu une substitution des dettes du privé vers le public. Alors, qui va payer aujourd'hui? C'est les travailleurs. C'est les travailleurs allemands qui va haïr, qui est déjà les Grecs. C'est-à-dire, il y a la haine, toute la haine. Et ça pousser vers... sur l'Europe, ça vaudrait, parce que si finalement chacun aujourd'hui se replie sur soi, ça peut être la fin de cet idéal européen, puisque les Allemands vont se dire on n'a plus intérêt à rester dans l'Europe. Ce qui est vraiment tragique, c'est que c'est encore une fois l'Allemagne et que l'Europe, encore une fois, permet à l'Allemagne de faire la même chose. Parce que maintenant, les guerres ne se font plus avec des armes qu'on connaissait. Les armes maintenant, c'est les banques. Ce sont les banques, les banquiers, la finance. C'est ça l'arme moderne de la guerre maintenant. Oui, je voudrais juste dire un point. C'est que ça ne va pas coûter très cher, en fait. Il faut arrêter de dramatiser cet enjeu. Déjà parce que la dette, c'est moins que c'est quelques pourcents du PIB européen, la Grèce. Parce qu'on ne parle plus des chiffres de 45 avec l'Allemagne. Hein. Oui, on a perdu cette mémoire. Mais même 7 milliards d'euros, qui est divisé par 2 par les pays européens. Si simplement, sans effacer la dette, on disait qu'elle sera payée peut-être en 2050 ou 2100, ce qui est déjà la tendance qui est prise d'ailleurs. Ah bon Oui. Voilà. Bon, disons 2100, voilà. Ouais, et voilà, on ne va pas dire aux contribuables qu'on a perdu de l'argent. En réalité, on en a perdu. En termes financiers comptables, on aura perdu, mais ça ne se verra pas. Et la facture pour le contribuable sera totalement indolore. Les calculs ont été faits, c'est à peu près 10 € par Français. Pour la France, l'impact pour la France de cette opération-là. Enfin, voilà, il ne faut pas dramatiser l'enjeu. C'est très intéressant. Ça, c'est un chiffre effectivement qu'on n'entend pas beaucoup et qu'il est bien de préciser. Là-dessus, vous vouliez rajouter moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Je veux dire, on peut toujours s'arranger. Et aujourd'hui, je crois que c'est ce qu'il faut faire. Il faut faire un moratoire. Il faut s'organiser pour essayer de prolonger cette dette jusqu'à 2100, ou alors effacer une partie de la dette. Aujourd'hui, c'est une des solutions qui me paraît la plus logique, et surtout réaliser les réformes qu'il faut faire pour que l'Europe ne soit pas une Amérique 2, mais qui soit une Europe avec ses traditions, avec sa culture et avec ses bases économiques qui ne sont pas des bases américaines, qui ne sont pas des bases chinoises. Et ça, l'Europe doit aujourd'hui comprendre avec ce nom grec qu'il faut que l'Europe enfin devienne l'Europe, l'Union européenne. C'est exactement ce qu'a dit Varoufakis, Yanis Varoufakis, le ministre de Trésor. Il a dit, le lendemain de l'élection, il a dit l'Europe doit savoir que c'est nous. Il ne faut pas avoir peur
de Syriza, parce que c'est nous, Syriza, qui ont poussé dehors les fachos de la Grèce. Ouais, Homme Doré, le parti qui effectivement était en train de prendre de l'ampleur. Un mot, parce que là, ils ont besoin de liquidités très vite, les Grecs. Est-ce qu'à votre avis, les Européens vont être obligés de leur ouvrir les vannes, là, de leur redonner de l'argent? Parce qu'on n'a pas encore parlé, enfin si, vous en avez parlé, Richard, mais il y a un acteur clé dans cette histoire grecque et européenne, c'est la BCE. Donc la Banque Centrale Européenne. Parce qu'en fait, elle a pris une décision très contestable, il y a à peu près une semaine, de ne pas augmenter la provision de liquidités aux banques grecques, décision qui a mené finalement à la fermeture des banques et au contrôle des capitaux en Grèce. Et on se souvient de ce qu'elle avait fait pour Chypre, qui était un peu comparable. Donc finalement, la BCE a entraîné la crise bancaire et le gel des dépôts dans lequel on est aujourd'hui. Et maintenant, aujourd'hui, la BCE a une décision très lourde à prendre, peut-être même ce soir, qu'il faudra surveiller. Et de cette décision va dépendre le futur à court terme et peut-être même à long terme de l'union monétaire. Soit elle va dire, maintenant je laisse à Merkel les responsabilités. Moi, je continue, je gèle mes décisions. C'est à l'échelon au-dessus, l'échelon démocratique, l'échelon politique de prendre ces décisions très lourdes. Soit elle va prendre une initiative politique de plus, qui va consister à, logiquement, si elle est cohérente avec elle-même, à être encore plus restrictive sur la fourniture de liquidités aux banques grecques. Et dans ce cas-là, c'est le prélude à la sortie de la Grèce de la zone euro. Parce qu'on ne va pas pouvoir continuer dans ce marasme très longtemps. Il y a des business en Grèce qui ferment tous les jours par manque de liquidité. On retourne à un état économique préhistorique. Il faut bien se rendre compte de ce que ça implique, là, cette fermeture des guichets. Les petites et moyennes entreprises en Grèce. Les petites et moyennes entreprises, c'est 60 à 70% de la masse salariale, que ce soit dans tous les pays. C'est ça les chiffres. Donc quand on tue les petites et moyennes entreprises, on augmente le chômage d'une façon exponentielle. Je veux dire, et c'est ça qu'on a fait avec la Grèce. Et même avant ça, le chômage des jeunes en Grèce était vraiment dramatique. Grèce, mais il y a l'Espagne, 26% des jeunes sont au chômage. Je veux dire, ce qu'on a fait en Europe est tragique, c'est une tragédie. Et il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, peut-être qu'on dit la tragédie grecque, peut-être qu'aujourd'hui, justement, cette tragédie grecque va nous permettre de sortir complètement de cette façon de penser, de cette voie qu'on a pris les Européens depuis 2008. Il reste la question si on diabolise la gauche encore ou pas. La gauche, c'est la gauche grecque et on a la gauche espagnole. Qui prend de l'ampleur. Et puis en France, il y en a aussi qui imaginent que pourquoi pas le même mouvement pourrait voir le jour. Merci à tous les trois pour cet éclairage évidemment sur ce nom qui est en train de l'emporter, puisque les instituts sont tous concordants là-dessus et même on est à plus de 60% pour l'instant. Ça va sans doute se resserrer un peu d'ici demain matin, mais on est en tout cas à plus de 60%. On va retrouver un Joanna Citruc tout au long de la soirée dans tous les points infos sur i24 News. Merci Steve Oana, merci Richard Sidbon et merci Avirama Golan. Vous voyez les images d'Athènes en direct. Nouveau journal dans un instant. Bonne soirée.